vous propose maintenant de passer à une petite séquence prise de recul. Voilà, on fait une petite pause entre les deux tables rondes autour d'un sujet qui est... pardon, je me perds moi-même dans la prise de recul. Je prends trop de recul. Sur la démocratie participative. Alors, pour en discuter, j'appelle Geoffrey Maton et Nicolas Rio à me rejoindre. Allez, installez-vous. C'est bon. Bienvenue. Alors, Nicolas Rio, alors Geoffrey, vous êtes déjà présenté, je ne vais peut-être pas vous représenter. Vous le ferez très bien au cours des échanges. Nicolas Rio, vous êtes consultant entreprise partie prenante et vous êtes surtout co-auteur d'un livre qui s'appelle « En finir avec la démocratie participative ». Et Geoffrey, vous l'avez dit quand même tout à l'heure, l'implication des habitants, la coopération avec les villes voisines, l'anticipation du changement climatique, l'action sociale émancipatrice, tout ça font partie des marqueurs forts de votre projet municipal à Los. Donc je pense qu'on a deux bonnes personnes pour discuter sur ce sujet de la démocratie participative et de quelle manière on va réussir à faire prendre part les citoyens aux décisions difficiles. On a vu déjà à la table ronde précédente qu'il y avait des décisions difficiles qui impliquaient la transition et l'anticipation des risques climatiques. Alors, pour nous faire part de vos réflexions, je vous propose non pas d'animer la table ronde, parce que ça, on a dit qu'on faisait une pause entre les deux tables rondes, mais je vais vous suggérer des mots sur lesquels vous allez pouvoir réagir sur la base de votre vécu, de vos observations sur le terrain. Je vais afficher les mots, un mot après l'autre. Vous avez à peu près 5 minutes pour échanger. Moi, je vais m'effacer un peu. Voilà, on va assister à votre entretien, votre échange entre vous avec deux regards différents. Je vous propose de passer tout de suite au premier mot. Le premier mot est démocratie. Merci pour l'invitation. Je suis ravi de pouvoir engager le dialogue avec Geoffrey et puis ouvrir le débat avec vous. Alors je crois qu'on n'aura pas le temps d'un échange avec la salle, mais nous aussi on reste tout au long de la journée. Donc si ça suscite interrogations, réactions, témoignages, n'hésitez pas à venir nous les partager après. Je vais réagir sur ce mot-là, mais peut-être un petit préambule pour désamorcer les malentendus, pour vous préciser que ce petit livre qu'on a donc écrit avec Manon Loisel et qui s'appelle « Pour en finir avec la démocratie participative », c'est pas un pamphlet dans le sens où on n'accuse personne. L'idée n'est pas de pointer tel ou tel responsable, mais plutôt un essai de praticiens à partir de nos pratiques pour essayer de décrypter ce qu'on a appelé un peu les plafonds de verre de la démocratie participative. Et effectivement, ça fait le lien avec ce premier mot-clé qu'on proposait d'aborder, qui à la fois peut paraître évident quand on parle de démocratie participative, et pourtant, le problème, ce qu'on constate, nous, c'est que le risque serait de finir par considérer la participation citoyenne comme une fin en soi, et d'en oublier la démocratie, alors que pour nous, ça n'a de sens que si c'est un moyen pour rendre la fabrique de l'action publique plus démocratique, c'est-à-dire faire en sorte que chaque voix compte à part égale dans la définition de l'intérêt général et dans sa mise en œuvre. Voilà ce qu'on constate, nous, au moment où se multiplient les démarches participatives, c'est qu'on focalise beaucoup d'énergie sur ces démarches elles-mêmes et finalement assez peu sur comment elles transforment, comment elles démocratisent l'action publique. La Convention citoyenne pour le climat en étant peut-être un des exemples les plus éclatants. Et donc ce qu'on montre dans le livre, et c'est là où ça m'intéressait d'engager la discussion avec vous là-dessus, c'est de sortir
de cette équivalence, à notre sens un peu rapide, qui est faite entre participation et démocratie, en se rappelant que plus de participation ne veut pas forcément dire plus de démocratie, et que plus de démocratie passe pas nécessairement par plus de participation. Oui, bonjour Nicolas, je suis enchanté, on a fait un échange, on l'a préparé pas en visio, donc c'est la première fois qu'on se rencontre et je suis content de le rencontrer parce que c'est le seul monsieur qui à distance a réussi à faire monter ma tension, vous voyez. Pourquoi? Parce que d'abord je m'en étais pris à son titre de livre avec Manon pour en finir avec la démocratie participative. Pourquoi ça a fait monter ma tension? Parce que je suis nerveux, mais surtout parce que moi je suis convaincu que la démocratie, elle est arrivée à ses limites en fait. Je pense que c'est l'outil qui fonctionne le mieux, c'est le moins mauvais, et donc la démocratie représentative, on est élu, on est représentant du peuple, on est légitime dans cette représentation-là, mais pour mettre en place de l'action publique, et notamment au regard des enjeux aujourd'hui qui se sont complexifiés, il y a besoin de compléter ça. Je ne vais pas non plus faire le retour sur les questions d'abstention. Moi, je suis juste maire, donc sur les municipales, il y a plutôt de la participation, mais à plein d'endroits, quand même, il faut qu'on se questionne de la manière dont on est maintenant des élus. Et donc, je trouve, depuis de nombreuses années, que cette démocratie complémentaire, qu'on appelle démocratie participative, mais pour ceux qui étaient là ce matin, vous avez compris que j'aime pas du tout ce terme-là. Moi, je parle de responsabilisation des habitants, plutôt d'implication, et comment les habitants vont prendre leurs responsabilités avec nous. Je trouve que c'est un élément qui est indispensable aujourd'hui et qui est complémentaire, notamment dans la réalisation de nos actions. Et donc cette démocratie supplémentaire que je mets derrière ce thème d'implication, il y avait Jean-François Caron qui avait une formule que je trouve qui est bien, qui disait « participation sans responsabilisation égale piège à con ». Et donc l'idée c'est de les impliquer, mais pas juste je veux, j'exige, donnez-moi. Non, c'est comment ensemble on va engager une dynamique qui permet de répondre plus justement aux problèmes évoqués et à l'enjeu. Et donc du coup, c'est des modes de faire aussi qui nécessitent effectivement de changer les postures, donc c'est plus compliqué. Il y a besoin d'avoir des élus qui soient plus animateurs, qui soient plus dans une écoute active et puis sur de l'agencement d'acteurs. Ça nécessite aussi pour les agents de plus être uniquement des experts ou des gens qui sont en retrait, mais qui puissent aussi pouvoir contribuer. Et puis l'habitant, ça l'oblige à sortir de sa condition de consommateur. Et donc, du coup, comment d'un simple consommateur d'acteurs publics, j'en deviens un des rouages de l'action publique. Et ce que je constate, pour essayer de faire court et tenir un peu le timing, c'est que cette approche-là, elle amène des résultats prégnants. Et notamment deux qui me semblent très très importants, c'est que ces processus-là, au-delà de la finalité, si c'est un processus pour de l'aménagement ou un processus pour créer un nouveau service, c'est surtout que ce processus-là, dans le chemin qui est fait entre les acteurs, élus, habitants et techniciens, il y a une confiance qui se noue. Et cette confiance-là, elle est liée aussi à la reconnaissance qu'on se fait chacun de son expertise en commun. Et donc, par contre, effectivement, j'y vois des limites, et là, je suis complètement en accord avec vous, Nicolas, sur le fait que ça nécessite d'y mettre beaucoup d'énergie. Et parfois, on y met beaucoup d'énergie, et il peut y avoir aussi des résultats qui soient extrêmement frustrants pour les habitants, notamment lorsque ces processus ne sont pas forcément vertueux, et puis ils peuvent être frustrants aussi pour les élus qui, au final, n'arrivent pas à embarquer sur ces sujets-là. On y met beaucoup d'énergie. Vous dites parfois ça renforce la confiance. Nous, ce qu'on constate aussi sur le terrain, c'est que parfois ça renforce aussi la défiance. Parce que les habitants aussi, eux, ils mettent de l'énergie, viennent participer, donner leur avis, et de voir que finalement leur avis ne compte pas, vient renforcer cette défiance, la même qui fait que pour une partie d'entre eux, ils ont arrêté d'aller voter, la même qui fait que la colère envers les institutions et les élus est croissante. Et c'est ça qui nous a amené, nous, avec Manon, à se dire, mais au fond, peut-être qu'avec la démocratie participative, on prend la crise démocratique dans le mauvais sens. Parce que là, je vous rejoins pour le coup, je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire qu'il y a un enjeu à sauver notre démocratie, notamment sur les questions de transition, notamment dans le contexte actuel. Sauf que ce qu'on observe, c'est qu'on est
la démocratie participative prend le problème comme si ce qui manquait, c'était l'expression des citoyens, et parce que ce qu'il y a de commun à tous les dispositifs participatifs mis en place par les collectivités locales, c'est de faire parler les citoyens. À vous la parole, donnez-nous votre avis, remplissez ce petit questionnaire laissé sur vos chaises. Or, le problème, il ne vient pas du fait qu'on n'ait pas d'espace d'expression. Il y en a plein des espaces d'expression, des plus institutionnels, d'autres qui le sont moins, descendre dans la rue manifester, signer une pétition, etc. Le problème, il vient plutôt de la surdité des institutions. C'est Bruno Latour qui, au moment des Gilets jaunes, disait le problème de notre démocratie, c'est qu'on a des muets qui tentent de s'adresser à des sourds. Mais sauf que, en fait, si on redonne la parole aux muets, mais qu'en face les sourds restent sourds, donc les pouvoirs publics, bah, les muets vont juste être sacrément vénères. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Justement, et si on passait au deuxième mot qui est négociation? Alors peut-être juste avant de passer négociation, parce que là on arrive justement dans la question de comment on gère les conflits, comment on va un petit peu plus loin sur ces questions-là. Nous on a développé notamment les 50-50. C'est vraiment un outil. L'idée c'est pas de dire on vous écoute, et on vous écoute attentivement. C'est comment vous allez pouvoir rentrer dans des projets, comment à partir des idées qui peuvent naître des habitants, ou alors d'un cadre qui est fixé aussi par l'administration, parce qu'il peut y avoir des limites aussi, comment on arrive effectivement à ne pas être juste dans une écoute qui soit stérile, mais comment il y a des réponses qui soient apportées aux habitants. Je contribue, j'ai une idée, pourquoi on va aller au bout, pourquoi on ne va pas y aller? Il faut qu'il y ait une transparence et des règles du jeu qui soient bien fixées. Il faut faire aussi attention, c'est-à-dire que nous, en tant qu'élus, on a un budget à gérer, on a un équilibre de notre territoire à gérer, et ça, il faut aussi le faire entendre. C'est-à-dire que du coup, il y a une transparence sur l'information, il doit y avoir un dialogue qui soit constructif et qui soit représentatif de l'ensemble des acteurs sur ce sujet-là, et au final, il faut, dès le départ, poser le cadre. Poser le cadre, c'est il peut y avoir des frustrations dans ce type de dispositif-là, dès lors qu'on reste dans son dogme ou qu'on n'a pas envie du coup de faire le chemin. Et du coup, effectivement, ça fait le lien avec la négociation. Et justement, moi, c'est là-dessus que ça m'intéresserait de vous interroger sur quelle est la place de la négociation dans ce dispositif 50-50, parce que ce qu'on observe, nous, alors c'est vrai pour la démocratie participative, mais c'est vrai plus globalement dans la fabrique de l'action publique qu'on côtoie au quotidien. Ce qu'on observe, c'est que cette fabrique, elle est d'une certaine manière obsédée par la recherche du consensus. Et que cette obsession du consensus, elle nous rend incapables d'accueillir le conflit, elle nous empêche d'assumer les divergences d'intérêts. Or, on le voit bien sur les questions de transition écologique, que ce soit sur la construction d'éoliennes, sur la transition agroécologique et la fin des pesticides, sur le zéro artificialisation nette. Elle vient à chaque fois mettre en avant des divergences d'intérêts. Et nous, la piste qu'on propose d'explorer, parce qu'on n'est pas là juste pour dire il faut en finir, l'intérêt d'en finir, c'est que ça va nous permettre de démarrer autre chose. C'est comment on passe de la concertation à la négociation, c'est-à-dire comment on assume qu'on n'a pas tous les mêmes intérêts à défendre et qu'on organise leur confrontation. Oui, mais c'est un peu le niveau upgradé des premiers processus d'implication, en fait. Effectivement, rapidement, tout à l'heure, vous parliez de plafond de verre, on était vraiment là-dessus. Moi, je pense qu'il y a aussi des choses qu'il faut accepter. C'est-à-dire que, notamment dans ces processus-là, il peut y avoir un premier épisode un peu vidage de sac, quoi. Les gens sont en colère, quoi. S'ils viennent, c'est qu'ils ne sont pas contents. Et donc, du coup, c'est comment, d'abord, on est le réceptacle. Alors, tout à l'heure, le président de la communauté de Saint-Omer disait on est là pour prendre des claques. Moi, je ne pense pas. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas là pour prendre des claques. Je suis là pour créer des conditions d'un débat qui soit respectueux vis-à-vis des élus, mais de l'habitant et des techniciens. Et ça, c'est des éléments de base dans l'échange qui me semblent juste normal. Et donc, à partir de ces ingrédients-là, c'est comment on peut mettre sur la table l'ensemble des intérêts particuliers, mais en ayant en tête que la somme des intérêts particuliers ne fera pas forcément l'intérêt général. Et vous parlez beaucoup de consensus. Effectivement, il y a vraiment l'idée de dire bon, allez, tout le monde va être d'accord. Moi, je pense que ça, c'est l'école des bisounours. Moi, je parle plutôt d'un compromis. Un compromis, c'est un peu comme on peut le faire, même avec sa femme. Moi, je fais des compromis avec ma femme. Je pense que vous en faites tous. C'est où est-ce qu'on place le curseur? Tu as envie de faire ça, moi j'ai envie de faire ça. On le voit comme ça. Bon,
Du coup, qu'est-ce qui fait qu'on s'y retrouverait quand même, au final? Alors, pas à 100%. Et moi, je crois beaucoup à la question du compromis juste, et je pense que c'est une question aussi de coopération et de comment on fait coopérer l'ensemble des parties prenantes autour de ça. Et sur des sujets qui peuvent être sensibles. J'en ai deux, par exemple, très intéressants qu'on a expérimentés. Notamment, ça me permet de saluer Arnaud Pavie qui est dans la salle et qui a mené ça, qui est un élu municipal très impliqué. On a travaillé à Mobi à l'école, par exemple dans une école à l'école Basely, pour travailler les mobilités des habitants. Et donc forcément, il y avait des convergences différentes entre les parents qui veulent faire un drive et déposer leurs enfants, des riverains qui veulent pouvoir se garer. Et donc du coup, effectivement, il y a des envies diverses. Mais la question de la sécurité des enfants, la question de la sécurité dans leur territoire, est-ce que ça, c'était pas un dénominateur commun, par exemple? On s'est rendu compte que si. Et donc, du coup, des riverains qui ont fait des compromis, peut-être des parents qui se sont rendus compte qu'il y avait peut-être des postures à changer, qui mettaient en danger leurs propres enfants sans même s'en rendre compte. Et ça a permis, par exemple, d'arriver à un aménagement. Alors, ça n'était pas simple, hein, c'est des processus qui peuvent prendre du temps. Et puis, sur des sujets encore plus sensibles, il y a besoin de s'outiller. Et je prends, par exemple, tout à l'heure, on parlait des pesticides. Ce matin, j'expliquais un principe de dialogue territorial qu'on avait mis en place. On avait des agriculteurs qui essaient de diminuer leurs pesticides, mais on sait que c'est compliqué dans leur modèle, et notamment au regard des exigences qu'ils peuvent aussi eux avoir. Et on avait de l'autre côté une pétition d'un grand groupe d'habitants très, très militants. Et donc, du coup, là, on avait une opposition très, très forte entre un peu les opposés. Et donc, on a pris une assistance à maîtrise d'ouvrage, on a opéré un dialogue territorial où il y a eu différentes interviews. Alors, je ne vous fais pas toute la démarche, mais l'idée, c'était de comprendre qu'on est capable de créer une animation qui permet au moins de s'écouter, de comprendre les contraintes des uns et des autres. Et ça, c'est peut-être la base d'une coopération qui permet d'arriver à un compromis. C'est sûr que c'est le fondement de la démocratie, et je trouve que vous pointez bien à travers cette notion de médiation le rôle des élus. La question, c'est comment on garantit que le compromis qui a été atteint dans cet espace de négociation ne se retrouve pas derrière déconstruit par tout un tas d'acteurs qui ont l'habitude de venir court-circuiter cette négociation. Je vous propose dans la salle de vous proposer à nos intervenants un dernier mot sur lequel vous voulez les entendre. Sinon, j'en ai un en stock. Comme ça, ils reprennent leur respiration tous les deux. Ouais, parce qu'on n'a pas le temps. Ouais. Transparence, amour, corruption. On va voir celui qui ressort le plus. Il y en a un qui ressort le plus. Et sinon, il faut que je me rapproche parce que moi, j'arrive pas à les lire. Alors, il y en a de plus en plus, mais... et du coup, on les voit de moins en moins, mais c'est une belle allégorie de ce que c'est que la démocratie participative. Plus on parle, plus il y a de bruit, moins on s'entend, quoi. Et quand même, c'est pas mal. Sans faire un putsch, mais moi, j'aurais du mal à abandonner le dernier qu'on vous suggérait, qui était celui d'inégalité. Parce que c'est quand même aussi un sujet qui nous semble être... peut-être pas un impensé, mais en tout cas un point vraiment problématique de la démocratie participative, de nier la question des inégalités entre les citoyens en résumant un peu les citoyens à un seul et même groupe homogène. Souvent, on conjugue la parole citoyenne au singulier. Voilà ce que nous ont dit les citoyens. Sauf que les citoyens, ils ne pensent pas tous la même chose. Les élections sont là pour nous le rappeler. Ils ne sont pas tous dans la même situation, je le disais tout à l'heure, ils n'ont pas tous les mêmes intérêts à défendre. Et ce qu'on voit, nous, sur le terrain avec la démocratie participative, c'est que le développement de la participation citoyenne qui sont souvent saisis par les mêmes acteurs, les personnes qui sont déjà les plus insérées dans notre vie démocratique, peut, si on n'y prend pas garde, contribuer à invisibiliser encore davantage les inaudibles, celles et ceux qui sont en retrait de la vie démocratique, celles et ceux qui s'abstiennent. Et donc, voilà, ce point de vigilance, je trouvais qu'il était quand même important à partager avec vous, parce qu'il est notamment indispensable à avoir quand on parle de démocratie participative sur les sujets de transition, parce que sinon, ce qui se passe, c'est que ces inégalités, quand on ne les prend pas en compte, elles nous reviennent en boomerang dans la figure. Non, mais je suis complètement d'accord. Hein. Moi, j'ai l'expression les TLM, toujours les mêmes. Il peut y avoir ce phénomène-là de toujours les mêmes sur les dispositifs d'implication.
Moi, je pense que pour pouvoir participer, il faut se sentir bien, il faut avoir de l'estime de soi, il faut avoir une réponse à ses besoins vitaux. Et donc, notamment pour les plus précaires, c'est plus difficile. Il faut parfois maîtriser la parole en public, etc. Donc, du coup, ça nécessite aussi de la méthodologie pour pouvoir aller capter la diversité qu'on peut avoir sur notre territoire. Et ça, je pense que c'est aussi notre responsabilité de faire en sorte de pouvoir entendre différemment la parole des uns et des autres. Et ça, on peut le faire. Il y a plein de techniques d'animation, d'ateliers, de travaux en petits groupes, etc., qui permettent derrière d'avoir des échanges. Enfin, il y a plein aujourd'hui d'animations, notamment autour de l'éducation populaire, qui permet d'aller capter. On peut aller dans des quartiers politiques de la ville, on peut aller au fin fond de la cité Belgique, chez nous, vous irez peut-être faire un tour, et on peut arriver, mais s'il n'y a pas de pensée ça, effectivement, on se retrouve piégé. Deuxième autre piège, et puis j'essaye de faire vite, j'ai compris, mais c'est parfois aussi, il peut y avoir des portes d'entrée, par exemple, nous c'est beaucoup des pétitions, des problèmes, etc., où il faut être vigilant à ne pas se faire piéger. Un exemple, à la cantine, il n'y a rien qui va, la pause méridienne, le personnel ça va pas, c'est pas bon, etc. Bon, vous avez 20 personnes qui vous disent ça, si on le prend pour argent comptant, forcément, il peut y avoir un problème. Et donc, par exemple, c'est des rebonds. On a fait par exemple, un questionnaire et on s'était rendu compte que pour 85% des gens, tout se passait bien sur la cantine, les enfants étaient contents. Bon, c'est aussi une manière de répondre. Et donc, dans ces process collectifs, il y a de la méthode à avoir sur l'agencement des acteurs, qui on met autour de la table, comment on s'assure d'avoir un diagnostic partagé, structuré et fiable, et ensuite effectivement de voir comment on embarque les gens avec nous dans la structuration d'un compromis juste. Et bien justement, il y a un des mots qui est ressorti tout à l'heure qui était celui de formation. Aujourd'hui, quand on est élu, est-ce qu'on peut se former sur cette question ? Mais moi je pense que ça fait 25 ans que je me forme et je ne suis toujours pas au point. J'ai des techniciens pareil qui se forment. On fait ça depuis longtemps, ce qu'on appelle nous de la recherche-action, c'est-à-dire on part, on a des vraies expériences, on tente des expériences, on fait des retours entre nous, on va aussi chercher de l'ingénierie et à chaque fois, au gré des différents dispositifs, on essaye d'amener des nouveaux modes d'animation et de structuration. La question, c'est à quoi faut-il se former ? Et qu'effectivement, on parle beaucoup il faut développer la culture de la participation. Nous, franchement, avec Manon, on préférait plutôt qu'on arrive à développer la culture de la représentation. Et que pour que nos élus, qui sont avant tout nos représentants, les représentants de leurs concitoyens, je suis frappé d'ailleurs que l'expression concitoyen ait disparu au profit de citoyens, on risque d'oublier que les élus sont des citoyens au même titre que les autres, que se développe cette culture de la représentation, parce qu'effectivement, représenter d'autres que soi, c'est super dur. C'est super dur et on a tendance à croire que c'est facile et à attendre tout de nos élus, mais représenter d'autres que soi, notamment des milieux sociaux différents, des gens qui ont des expériences de vie éloignées des nôtres, et là, effectivement, ça se forme. Et de la même manière, nous, on se disait avec Manon, un peu en guise de boutade, les élus, souvent dans les catalogues de formation d'élus, la formation l'offre de formation qui arrive en tout premier, c'est prendre la parole en public. Nous, on se disait une formation à l'écoute plutôt qu'à la prise de parole, parce que pareil, écouter, en fait, c'est pas inné et c'est pas facile. Et peut-être que ça améliorerait un peu l'état de notre démocratie. Merci, je vous propose qu'on en reste là.